immunologie, qui va nous parler des innovations thérapeutiques dans la sclérose en plaques, révolution de concept. Bonjour, je vous remercie. Oui, allez-y. Merci. Donc, je suis très honoré de venir faire cette présentation sur les innovations thérapeutiques, révolution de concept. Et quand on dit révolution, quand on dit innovation, ça ne veut pas dire invention. L'innovation, contrairement à l'invention, c'est d'utiliser déjà des idées qui sont déjà mises au point. Et quand on dit thérapeutique, on ne dit pas pharmacologique, parce que pharmacologique, c'est le développement de médicaments. Mais thérapeutique, c'est plutôt d'utiliser des médicaments qui existent déjà et d'essayer de tirer le maximum à travers les études de l'immunopathologie des différentes maladies, y compris la sclérose en plaques. Donc, révolution de concept. Pourquoi évolution et pas autre chose? Parce que la révolution, généralement, elle écrase les anciens concepts. Donc, les 10 dernières années, la sclérose en plaques a connu une révolution en matière de concept, en matière de recherche et développement dans les innovations thérapeutiques. Donc, l'objectif de cette étude, de cette mini-conférence, est de discuter ensemble ce qui s'est passé les 10 dernières années. Donc, et discuter les nouveaux concepts qui ont remplacé, qui ont écrasé les anciens concepts en matière de recherche thérapeutique. Bien sûr, le plan, donc, on va exposer la crise scientifique que la sclérose en plaques a connue depuis des décennies. Ensuite, on va voir les différents concepts, les nouveaux concepts et les concepts révolus. Et si on aura le temps, donc, on va faire un atelier pratique rapidement sur la modélisation de l'évidence humaine dans la sclérose en plaques et on va essayer ensemble de proposer quelques médicaments à la fin de cette présentation. Donc, en 2017, la médecine a connu, par la sclérose en plaques, deux événements importants. Le premier, c'est l'introduction de ces deux molécules, la cladribine et le ocrelizumab. La cladribine, qui est une molécule chimique dont la demi-vie ne dépasse pas les 24 heures. Mais on peut, grâce à cette molécule, obtenir une durabilité thérapeutique de plus de 2 ans, voire 6 ans, dans l'extension de l'essai Clarité. Et par rapport à l'ocrelizumab, l'anti-CD20, pour la première fois dans l'histoire de la médecine, après les antibiotiques, on obtient une différence significative de plus de 99% en comparant leur molécule par rapport au placebo ou bien au comparateur. Donc, en quelque sorte, on a des molécules dont la durabilité dépasse largement leur demi-vie. Ça veut dire quoi? Dans une pathologie qu'on classe non guérissable, dans une pathologie qu'on ne connaît même pas le vrai acteur pathologique. Ça veut dire quoi? Si cette molécule, par exemple, qui ne dépasse même pas les 24 heures dans l'organisme, obtient jusqu'à 6 ans d'extinction de la maladie. Ça veut dire qu'on tient la jambe derrière cette physiopathe. On le tient. On n'arrive pas à connaître exactement où on le tient. Donc, la question qui se pose ici, je vous pose, comment
la sclérose en plaques a été introduite dans le milieu académique en 1955 par la Bible de la scléro de Maccabi, et qui a été déjà reconnue dès les années 60 comme maladie à médiation immunologique, d'ailleurs même les lymphocytes B, avec la présence de. On a introduit les banques polyclonales dans le diagnostic de la sclérose en plaques. Comment expliquer ce retard depuis 1960 jusqu'à 2017 pour mettre au point deux molécules qui ciblent des choses qu'on connaît déjà? Et encore plus grave, c'est que ces deux molécules existaient déjà. La cladribine existait dans les années 70. Les anti-CDMA de rituximab a été mis au point en 82. Donc on avait les molécules, on avait la physiopathie, mais on n'avait pas l'innovation thérapeutique. Et c'est ça le but de l'objectif de cette présentation. Donc, le problème c'était quoi? Pourquoi ce retard? Le retard a été causé par la science elle-même. On était dans la fausse piste à cause de ce modèle animal, l'UAE, l'encéphalomyélite expérimentale allergique, qui nous a induit en erreur parce qu'on pensait que la sclérose en plaques était une maladie lymphocytée. Parce que le transfert de lymphocyté d'une souris malade à une souris naïve, le propre de la maladie, par contre, si on transfère les lymphocytes B, on n'obtient pas la maladie, ce qui est contrairement à l'évidence sur les humains. Donc, si on est arrivé à cette révolution, c'est tout simplement grâce à une révolution, pas pharmacologique, mais grâce à une révolution conceptuelle, de passer de la modélisation de la biologie sur un modèle préclinique à modéliser l'évidence humaine. Et donc, l'autre question que je vous pose, est-ce que tout cela, est-ce qu'on pouvait éviter tout cela? Est-ce qu'on pouvait éviter toutes ces décennies, cette perte? Oui, c'est qu'on avait écouté le conseil des maîtres. Donc quand on a exposé ce modèle au grand neurologue Adam Zrimond, donc il a vu donc, que ce modèle ne réplique pas la sclérose en plaques, ni sur le plan clinique, ni sur le plan anapath. Et il a déclaré carrément que la relation, c'est pas très clair, mais la relation entre l'encéphalomyélite expérimentale et la sclérose en plaques est obscure. Mais personne n'a écouté, sauf ce résident qui est à Londres, Stephen Hauser, et c'est lui-même qui s'est investi durant 40 ans au prouver ce concept et l'a prouvé. Donc, est-ce que cette discordance entre l'animal et l'homme est ancienne? Parce qu'elle ne va pas avant? Non, elle est ancienne parce que celui qui a écrit les premiers cas de sclérose en plaques, Charcot, a déjà déclaré que si on continue à extrapoler les observations humaines, ça provoque quoi? Un problème conceptuel, une erreur conceptuelle. Et jusqu'à maintenant, donc c'est la dernière intervention à MS Paris en 2017, dans la conférence débat entre David Affler qui défend des lymphocytes T et Stephen Hauser qui défend des lymphocytes T. Il a déclaré vers la fin, c'est pas très clair, mais j'ai retranscrit ici, que ne pas modéliser l'observation humaine aboutit à l'échec en médecine. Très bien. Donc, ça sous-entend quoi, tout ça? C'est qu'on est passé du modèle classique de la recherche fondamentale, qui alimente la recherche pharmaceutique. Ensuite, la recherche clinique vient après. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, c'est le contrôle de l'école clinique. Et quand on voit les médicaments approuvés dans la sclérose en plaques, aucun de ces médicaments n'a été validé sur l'OM, sauf une analyse humaine, y compris l'interféron. Aucun de ces médicaments n'a été testé, c'est-à-dire qu'il a été validé sans passer par le modèle animal. Donc, quand on dit pas de modèle animal, donc l'évidence humaine. L'évidence humaine grâce à la triade, c'est-à-dire avoir l'accès au prélèvement humain, la technologie immunologique, et en dernier lieu, l'outil informatique. Donc, c'est grâce à cette triade que toute une génération de médecins immunologistes ont développé la vraie mécanistique de la sclérose en plaques. Et je cite, à titre d'exemple, Van Noort, qui a identifié la première attaque contre l'alphabet cristalline qui protège dans l'espace vélu, où se déclenche la réponse dans la septe. Et que autour de cette, donc vous connaissez que le signe le plus pathognomique de la septe, c'est la divinisation centrée sur la veine. Et dans cette zone, il y a l'agglomération des lymphocytes T et lymphocytes B. Et on adore, par exemple, le laboratoire de Ivan Jeljic qui a démontré comment les lymphocytes B en périphérie activent les lymphocytes T qui vont provoquer des dégâts dans le système nerveux central.
Et bon, j'en passe pour ne pas faire rentrer dans les détails du milieu. Donc, jusqu'à la dernière, bien sûr, nouvelle, qui date de 2 mois. Donc, une publication en Science, en 2022, où une étude sur 10 millions de militaires américains a prouvé que le déclenchement de la sclérose en plaques est accompagné d'une réactivation des lymphocytes B. Et dans le même mois, dans le journal Nature, un article a été publié. On a isolé les bandes polyglucérales. On a trouvé que l'une de ces bandes réagissent contre le bébé et contre les protéines de la vie. Donc, ce qu'on appelle le mimétisme moléculaire. Donc, en plus de cette génération d'immunologistes qui travaillent sur l'homme directement, une génération de médecins qui travaillent dans la recherche clinique, qui ont développé de nouveaux concepts après la fin de l'école Bernardet, de l'école expérimentale, comme par exemple l'évidence, par exemple la fin de l'évidence de l'essai clinique. L'essai clinique, c'est le top des essais en matière de génération d'évidence. Maintenant, il a beaucoup de limites, on va voir le concept qu'il a remplacé. Aussi, les essais cliniques négatifs. Donc, avant cette révolution, les essais cliniques négatifs étaient négligés. Maintenant, on tient beaucoup d'informations de ces essais non concluants, on va voir par tout de suite. Okay? Et bien sûr, le principe de la récupération, qu'on va voir aussi par la suite. Donc, on dit souvent, si on veut voir les innovations dans un domaine, les dernières innovations, on voit à qui on a attribué le prix international. Si on veut voir les prochaines innovations, on voit qui a bénéficié d'une bourse de Grant. Et le plus grand prix de la sclérose en plaques, c'est Baranchik, et la plus grande Grant, une bourse de recherche, c'est celle de Merck. On voit que tous les lauréats travaillent actuellement sur des échantillons humains et sur le système immunitaire. Donc, première problématique dans la sclérose en plaques, la définition de la maladie. Est-ce la sclérose en plaques une maladie ou bien un syndrome, quelque chose qui se manifeste différemment? Et on sait actuellement, on peut la dichotomiser en démyélisation et neurodégénérescence. Et derrière cette dichotomie, il y a une biologie. Quand on voit la démyélisation, c'est surtout la barrière hématoencéphalique, c'est surtout les lymphocytes qui provoquent ces lésions. Mais quand on va dans la neurodégénérescence, on voit plutôt l'immunité innée qui est essentiellement des microglies et une compartimentalisation de l'inflammation. Donc, en quelque sorte, on a mobilisé, on a transféré, on s'est installé au sein de ces nerfs centrales pour les formes progressives. Et face à ces deux biologies, donc, on suppose, on peut proposer donc, une thérapeutique qui cible les deux biologies en même temps, et ce sont les inhibiteurs de brytone-tyrosikinase, qui sont les BTK. Mais malheureusement, les BTK ne permettent pas de macrophages. On a vu dans le cours supérieur de la neuro, de la sclérose en plaques avec Roche, que les macrophages sont importants pour la réalisation. Parce que les macrophages, qui sont derrière l'inflammation eux-mêmes, changent de phénotype pour stimuler les précurseurs des éléments dendrocytes et provoquer la remyelisation. Et donc, même ceux qui ont lancé l'essai clinique sur les inhibiteurs de BTK sont intelligents, ils n'ont pas lancé sur la forme progressive, mais sur les formes inverses, et on attend donc la publication des résultats de phase 3. Donc pourquoi je parle de la définition de la sclérose en plaques? Parce que quand on fait l'histoire de la sclérose en plaques, quand on voit l'histoire de la sclérose en plaques, la sclérose en plaques était le problème de l'oligodendrocyte, c'est-à-dire la myéline, et de l'unité neuroaxonale, c'est tout. Mais en 2004, il a suffi juste de découvrir un anticorps, anti-accord pour une 4, pour carrément définir une nouvelle entité de myélisation qui est le NR ou bien le XR. Et non seulement une nouvelle entité pathologique, ça c'est je parle de la définition de ces maladies d'immunisation, non seulement une nouvelle entité, mais également un nouveau acteur, qui est l'astrocyte. On ne pensait même pas, toutes nos conceptions, toutes nos approches dont la sclérose en plaques était axée sur rééliminer, c'est-à-dire l'oligodendrocyte, ou bien éviter la neurodégénérescence sur l'axe l'unité neuroaxonale, alors que dans l'une des pathologies qui étaient incluses dans la sclérose en plaques, c'était l'astrocyte qui est derrière ça. Et donc ce n'est plus
la protéine. Et d'ailleurs, quand on voit le modèle animal de là-haut, on utilisait la protéine de la myéline, de l'hypodendrocyte, alors que c'était autre chose. Encore plus grave que cela, en matière de conception, vous voyez comment on était induit en erreur. Encore plus grave que cette protéine qu'on utilisait pour provoquer ce modèle de l'UAE, si l'être humain réagit contre cette protéine, on ne le classe plus mais plutôt un syndrome à part, une entité à part. Et encore plus grave, non seulement une entité à part que la sclérose en plaques, mais également ne répond pas aux traitements qui sont généralement utilisés dans la sclérose en plaques, sauf le rituximab. Ne répond pas à l'interféron, ni au phengour, ni à l'amitié. Vous voyez? Donc, pourquoi je dis ça? Parce que ce nouveau joueur, ce nouveau acteur qui est l'astrocyte, on découvre apparemment, d'ailleurs, chez 50% de CEP, on trouve des anticorps anti-canalpotensiques de ces astrocytes. Et on attend que les cliniciens essayent d'individualiser cette entité de sclérose en plaques, comme on l'a individualisé déjà dans les deux autres précédents. Donc, encore, toujours dans la définition, est-ce qu'on va aller vers une définition immunologique? Puisqu'on a vu qu'une simple découverte d'anticorps aboutit à une entité distinguée et à une entité à part, à sclérose en plaques. Donc, ce travail qui a été fait à Vienne, dans le laboratoire de la SMAN, par Rucinetti, elle est allée plus loin, même dans la déminimisation sur des autopsies, donc c'est sur des échantillons humains. Elle a trouvé qu'on a une déminimisation avec une attaque externe, auto-immune, qui peut même répondre, et le malade peut bénéficier des échanges plasmatiques, on peut lier la pathologie, et une autre déminimisation qui vient intrinsèque, comme s'il y a un virus à l'intérieur de l'hypodendrocyte. Donc le deuxième concept, c'est la fin de cette école bernardienne, et on sait que Charcot était dans la même époque que Bernard, Claude Bernard exigeait qu'on doit passer par le modèle animal. Alors que quand on voit, donc c'est quoi un modèle animal, je ne rentre pas dans les détails, déjà l'interprétation des résultats en immunologie, c'est pas simple. Okay? Bon, je ne cite pas cet exemple, par exemple, si on dit que le système nerveux central est privilégié immunologiquement parce qu'on a injecté quelque chose dans le cerveau et il n'y a eu pas de réponse chez nous, ça c'est faux. Parce que si on injecte en périphérie la même chose, ensuite on réinjecte la même chose dans le cerveau, on aura une réponse chez nous. Et ça c'est le principe qu'on utilise actuellement, le concept de outside in and inside out dans la sclérose en plaques. Donc ça c'est juste un détail. Donc l'UAE n'est pas la sclérose en plaques. Dans l'AE, on n'a pas de bande de l'hypoclone. L'UAE ne replique pas la sclérose en plaques. La souris et tous les animaux ne peuvent pas être infectés par le bébé, alors que le bébé actuellement, il est impliqué, il est pris sur 32 fois le risque de la sclérose en plaques. Donc, la sclérose en plaques est une maladie exclusivement humaine, et donc, on doit développer donc, des approches basées sur des échantillons humains avec des technologies immunologiques donc, développées. Maintenant, le deuxième point, voilà, vous allez me dire, tiens, on n'a pas de modèle humain, mais comment on va développer? Parce qu'on va jouer sur, on va voir dans cette boule de cristal ou quoi? Eh bien, le développement de ces thérapeutiques, à chaque fois, on attend ce qui sort des essais cliniques. Et grâce aux essais cliniques, on a compris beaucoup de choses sur les thérapeutiques. Par exemple, on a compris comment l'interféron bêta, que la vaccination associée contre les patients sur l'interféron bêta développe une bonne réponse anti-vaccinale. Pourquoi la cladribine, elle est la meilleure dans l'immunoreconstitution? Parce qu'elle n'élimine pas beaucoup les lymphocytes T. Pourquoi la lamtuzimab est associée à beaucoup d'auto-immunité, 36% de tumorité auto-immune? Parce que tout simplement, il élimine les... Ah, ok. Donc je vais passer rapidement. Bon, 3 minutes. Ok, rapidement, donc j'ai cité. Donc, un deuxième point, l'essentiel d'avoir le maximum de... Deuxième point, c'est que, voilà, on ne peut pas évoluer dans la sclérose en plaques sans développer les autres neurosciences. Par exemple, avant 2012, on pensait qu'il n'y avait pas de drainage lymphatique dans le système nerveux central, qu'on a découvert un système extrêmement important qui est le système lymphatique qui fonctionne uniquement pendant le sommeil et qui élimine donc le maximum des déchets. D'ailleurs, dans l'Alzheimer, si on a un problème des astrocytes, donc 57% des déchets sont provoqués par une défaillance. Donc les plaques amyloïdes sont par une défaillance de ce système. La même chose, avant 2015, on ne savait même pas qu'il existait un système lymphatique dans le système nerveux central.
On a découvert donc, en 2015 par deux publications. Voilà.